Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va continuer avec la série de vidéos à savoir les bases du réseau informatique. Aujourd'hui, on va parler du système d'adressage IPv6. Comme vous le voyez, on est sur la 14e vidéo avec cette série. Donc, comme vous le voyez ici, on sait qu'il y a une pénurie d'adresses IPv4. IPv6 est conçu pour succéder à IPv4. Les adresses IPv6 ont une longueur de 128 bits, ça aussi je l'ai déjà mentionné. IPv6 dispose d'un total d'adresses, donc de 2 à la puissance 128 adresses. Donc si je fais le calcul, vous voyez que c'est le chiffre que vous voyez en bas. Je n'ai même pas la possibilité de vous le lire parce que c'est un chiffre très énorme. Donc on a suffisamment d'adresses IPv6 qui ne vont jamais finir. Donc si je fais l'estimation, donc comme je l'ai écrit ici, c'est soit 667 millions de milliards d'adresses par millimètre carré de la surface terrestre. Donc c'est un chiffre très gigantesque, comme vous le voyez ici sur la présentation. Donc on continue. Comme vous le voyez ici, comme je l'ai écrit ici, l'épuisement de l'espace d'adresse IPv4 a été le facteur de motivation pour faire la transition de IPv4 vers IPv6. Alors que le monde devient de plus en plus connecté à Internet, il n'y a pas suffisamment d'adresses IPv4 pour répondre à cette croissance. Parce qu'on sait qu'on a 4 milliards et poussières d'adresses IPv4. Vu seulement la population mondiale et le nombre d'objets ou bien d'appareils qui sont connectés. Donc on sait que on n'a pas suffisamment assez suffisamment d'adresses IPv4. Ça, je pense que vous le connaissez. Donc les adresses IPv4 privées associées à l'utilisation de NAT, ça aussi je l'ai déjà expliqué lors des vidéos précédentes, ont contribué à ralentir l'épuisement de l'espace d'adresse IPv4. Cependant, NAT a été la solution pour en quelque sorte faire en sorte que la pénurie ne soit pas un obstacle à l'évolution de l'Internet. Mais comme je l'ai écrit ici, cependant, NAT pose problème pour de nombreuses applications et présente des limitations qui entravent considérablement les communications des appareils sur Internet. Donc, on continue. Avec le nombre toujours croissant d'appareils mobiles, les opérateurs de téléphonie mobile ont ouvert la voie en matière de transition vers IPv6. Comme les exemples que je vous cite ici, les principaux fournisseurs d'accès ont commencé maintenant, et les fournisseurs de contenu comme YouTube ou bien Facebook ont démarré la transition vers IPv6. Je n'ai pas dit qu'ils ont fait la transition complète, mais ils ont démarré la transition. Ça, il faut bien aussi le comprendre. Parce qu'on ne peut pas faire la transition, toute la transition totale vers IPv6 en un seul instant. Ça, c'est impossible. Tout le monde le connaît. Donc, on continue. L'Internet d'aujourd'hui est très différent de celui des décennies passées. L'Internet d'aujourd'hui ne se limite pas au courrier électronique, aux pages web et au transfert de fichiers. Parce qu'on sait que si on retourne en arrière, vers les années, par exemple, 2000 ou bien les années 90, en ce moment, l'Internet était utilisé seulement pour consulter les pages web, ou bien consulter un email, ou bien transférer des fichiers. Mais maintenant, l'Internet dépasse ce stade. Tout le monde le connaît. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit l'Internet qui est en évolution est en train de devenir ce qu'on appelle Internet des objets, qui signifie en anglais IoT. Ça, je pense que aussi vous êtes au courant de ça. Les objets aujourd'hui équipés de capteurs sont prêts pour se connecter sur Internet. Donc, la raison pour laquelle ça porte le nom d'Internet des objets, maintenant tous les objets qui sont aux alentours, qui sont utilisés au quotidien, peuvent maintenant être connectés sur Internet via ce qu'on appelle les capteurs. Parce que ces objets-là seront équipés de ce qu'on appelle un capteur qui leur permet en quelque sorte de se connecter sur Internet. Donc tout peut être connecté, aujourd'hui, tout peut être connecté sur Internet. Donc c'est une évolution très importante que vous devez comprendre.
Avec l'augmentation de la population qui se connecte sur Internet, un espace d'adressage IPv4 limité, des problèmes de NAT et l'évolution de l'Internet des objets, le moment est venu pour entamer la transition vers IPv6. Donc IPv6 maintenant est une demande nécessaire ou bien est quelque chose de nécessaire quelque chose qu'on ne peut pas, on ne peut pas se passer de IPv6 à l'heure où nous sommes. Donc, il n'y a pas de date précise pour passer à IPv6. IPv4 et IPv6 donc coexisteront dans un avenir proche et la transition prendra plusieurs années. Ça aussi, il faut bien le comprendre. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va faire la transition totale vers IPv6. Non, non. Ces deux protocoles vont coexister, comme je l'ai écrit, pour les années qui vont venir. Ils vont coexister parce que on ne peut pas faire une transition subite. Ça, c'est impossible. Donc, l'AITF, l'organisation qui s'appelle l'AITF, a créé divers protocoles et outils pour aider les administrateurs réseau à migrer leur réseau vers IPv6. Donc, ça aussi, il faut bien le comprendre. Les adresses IPv6 sont représentées à l'aide de nombres hexadécimaux. Ce système numérique en base de 16, donc le système hexadécimal est à base de 16, utilise les chiffres 0 jusqu'à 9 et complète ça avec les lettres de A jusqu'à F, comme vous le voyez ici. Donc, ça, ici, on a, par exemple, je pense que on a 16 chiffres, parce qu'on a 10 chiffres qu'on est familier, de 0 jusqu'à 9, c'est 10, et de A jusqu'à F, on a 6 chiffres. Donc on a ici un total de 16 chiffres hexadécimaux qui sont utilisés avec le système hexadécimal. Donc, on va essayer de voir le format de l'adresse IPv6. Les adresses IPv6 ont une longueur de 128 bits et sont écrites sous forme de chaîne de valeurs hexadécimales. Tous les 4 bits sont représentés par un seul chiffre hexadécimal. Pour un total de, donc on aura un total de 32 chiffres qui vont, hexadécimaux qui vont composer l'adresse IPv6. Donc ça, je pense que vous le comprenez. Les adresses IPv6 ne sont pas sensibles à la casse. Par exemple, si j'écris F majuscule ou bien F minuscule, ce n'est pas un problème. Et peuvent être écrites en minuscule ou en majuscule, comme je vous l'ai présenté ici. Donc, si j'écris A majuscule ou bien A minuscule, ça revient au même. Donc, ils ne sont pas sensibles à la casse. Donc, l'adresse IPv6 est divisée en ce qu'on appelle 8 hextets. Et chaque hextet est représenté par 4 chiffres hexadécimaux. Donc, les hextets sont séparés par 2 points, comme vous le voyez sur cet exemple que je vous donne en bas ici. C'est un exemple typique d'adresse IPv6. Donc, on continue. Il y a 2 règles qui permettent de réduire le nombre de chiffres nécessaires pour efficacement représenter une adresse IPv6. Parce que si on le voit, l'adresse IPv6 n'est pas facile à écrire parce que une adresse qui est composée de 32 chiffres, ce n'est pas facile à écrire. Donc, c'est la raison pour laquelle on a émis 2 règles qui nous permettent en quelque sorte de simplifier en quelque sorte l'écriture d'une adresse IPv6. La première règle consiste, comme je l'ai écrit ici, première règle pour aider à réduire la notation des adresses IPv6 est d'omettre les premiers zéros dans n'importe quel hextet. Donc, dans n'importe quel hextet, vous pouvez omettre les premiers zéros. Il faut prêter attention à ce que je vous dis. On ne parle pas de zéro qui est au milieu ou bien de zéro qui est à la fin. Non, on parle des premiers zéros. Par exemple, comme l'exemple que je vous donne en bas ici, par exemple 0AFB, on peut omettre le 0 qui est devant. Donc, on aura AFB. 0090, on peut omettre. La raison pour laquelle j'ai mis ici un 0 à la fin, c'est pour que vous faites attention. Ici, on ne peut pas omettre le 0 qui est à la fin, mais on nomme les 0 qui sont au début. Par exemple, les 2 0, on peut les omettre. Donc, on se retrouve avec 90, comme vous le voyez ici.
Donc ça c'est la première règle. La deuxième règle permettant de réduire la rotation des adresses IPv6 est qu'un double 2 points peut remplacer n'importe quel hexteth composé uniquement de 0. Donc n'importe quel hexteth composé de 0 peut être remplacé, ou bien une suite de hexteth même qui est composée de 0 peuvent être remplacés par le double 2 points. Comme vous le voyez sur cet exemple, l'exemple que je vous donne là, cette adresse, il y a 3 hexteth, si vous le voyez, qui sont composés de 0. Ça, on peut le condenser et le remplacer par le double 2 points. Donc l'adresse, comme vous le voyez ici, sera très simple, parce que ces 0-là, on peut les simplifier pour les remplacer par le double 2 points. Donc, on vient ici pour parler des types d'adresses IPv6. Comme je l'ai écrit sur la présentation, il y a 3 catégories d'adresses IPv6. Il y a ce qu'on appelle les adresses unicast. Unicast, c'est la communication entre 2 appareils. Ça, pour les gens qui ne le connaissent pas. Multicast, les adresses multicast. Multicast, c'est la communication entre un appareil avec plusieurs autres appareils. Anycast, ça, c'est un type de communication qui est nouveau, peut-être que vous ne connaissez pas, mais Anycast, ça signifie l'appareil le plus proche. Par exemple, Anycast, ça sera une seule adresse qui sera utilisée par plusieurs appareils. La plupart du temps, ce seront des serveurs. Par exemple, si je prends le cas de YouTube, YouTube peut avoir plusieurs serveurs répartis au niveau mondial. Et ces serveurs peuvent utiliser une seule adresse IPv6. Maintenant, en fonction de la location où vous vous trouvez, le routeur peut vous diriger vers le serveur le plus proche. Donc, c'est ça qu'on appelle Anycast. Donc, il faut bien le comprendre. Comme je l'ai écrit ici, tout dépend de la manière dont la source souhaite communiquer avec la destination. Donc, pour l'adresse Unicast, comme je l'ai écrit ici, si la source souhaite communiquer avec une seule destination, elle utilisera l'adresse Unicast comme destination. Pour multicast, si la source souhaite communiquer avec plusieurs appareils, à la fois, elle utilisera l'adresse multicast comme destination. Tandis que pour Anycast, les adresses Anycast sont utilisées comme identifiant différents appareils, comme je l'ai déjà expliqué, comme l'exemple du cas de YouTube. YouTube qui possède par exemple plusieurs serveurs, et ces serveurs vont seulement utiliser une seule adresse IPv6. Et le serveur, par exemple, si vous voulez consulter un serveur YouTube sur le net avec la méthode Anycast, vous serez redirigé par le serveur le plus proche. Donc, on vient ici pour parler des adresses Unicast. Au niveau des adresses Unicast, on a ce qu'on appelle Global Unicast adresses. Ça, ce sont les adresses qui vont permettre à vos appareils de se connecter sur Internet. On a ce qu'on appelle Link Local Address. Ça, ce sont des adresses, comme je l'ai écrit ici, qui sont utilisées seulement au niveau local. Par exemple, au niveau du réseau local auquel l'appareil se situe, l'appareil va obtenir ce qu'on appelle un Link Local Address qui va rester seulement au niveau local. Ça ne va pas sortir en dehors du réseau local. On a ce qu'on appelle loopback, ça vous le connaissez c'est le même avec IPv4. C'est une adresse de boucle. Un specify, ça aussi, on a cette adresse, genre d'adresse avec IPv4, ça aussi vous le connaissez. Unique Local Address, ça c'est une adresse, si je peux faire l'équivalent, c'est une adresse IP privée. Mais c'est un peu différent ici avec IPv6. Par exemple, l'adresse est privée au sein d'une entreprise. Par exemple, si on a une entreprise qui a, par exemple, plusieurs offices répartis au niveau mondial, par exemple, on a une entreprise qui a des offices en France ou bien aux États-Unis, cette entreprise peut utiliser ce genre d'adresse pour connecter les offices. À la place d'utiliser, par exemple, les adresses Global Unicast Address, on peut utiliser ces adresses qu'on appelle Unique Local Address. Enfin, on a ce qu'on appelle Embedded IPv4 Address. Ça, ce sont les adresses, comme je l'ai écrit ici, sont les adresses IPv4 qui sont en quelque sorte converties en adresses IPv6. Et la conversion se fait en ajoutant, par exemple, les 96 premiers bits seront composés de 0 et puis on ajoute l'adresse IPv4 pour que cette adresse IPv4 devienne une adresse IPv6. C'est ce qu'on appelle Embedded IPv4 adresse. Donc ce sont ces genres d'adresses unicast qu'on a avec IPv6.
avec IPv6. Donc, on vient ici pour parler des adresses multicast. Pour les adresses multicast aussi, ils commencent par F00. Tous les adresses qui commencent par F00, ce sont des adresses, ou bien qui commencent par 2F, comme vous le voyez ici, ce sont des adresses multicast. Exemple d'adresse multicast, on a, si vous voyez F02, 2 colonne 2, ça c'est une adresse multicast qui est, par exemple, qui permet à tous les routeurs qui sont sur un même réseau local de se communiquer. Par exemple, si un routeur lance ce message en utilisant cette adresse, seulement les routeurs qui sont sur le réseau local vont répondre parce que c'est destiné seulement aux routeurs. Tandis que F02, double colonne, double point, double deux points du moins, 1, ça c'est pour tous les appareils qui se trouvent sur le réseau local. Donc si c'est lancé, cette adresse si c'est lancée sur le réseau local, tous les appareils qui sont sur ce réseau local vont en quelque sorte vont répondre. Donc c'est grosso modo c'est comme ça. Donc on continue. Les adresses Unicast, comme je l'ai écrit ici, ça j'ai déjà expliqué, mais comme je l'ai déjà dit, la répétition est pédagogique. Adresse Unicast attribuée à plusieurs appareils, et ces appareils exécutent presque la même fonctionnalité. Par exemple, je vous ai donné l'exemple des serveurs YouTube, c'est un exemple typique. La requête est acheminée vers l'appareil le plus proche de l'utilisateur qui a envoyé la requête. Le routeur prend cette décision en fonction du meilleur itinéraire figurant dans sa table de routage. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on continue. J'ai dit ici NDP remplace ARP. Parce qu'avec IPv6, il y a le protocole ARP, ça n'existe plus. Et puis, j'ai oublié de mentionner qu'avec IPv6, il n'y a plus de communication broadcast. Broadcast, ça n'existe pas avec IPv6. Ça aussi, il faut bien le comprendre. NDP, c'est un nouveau protocole qui s'appelle Network Discovery Process qui remplace en quelque sorte le protocole ARP. Ça joue même le rôle de ARP, mais ça peut jouer aussi d'autres rôles plus importants que même ARP. Quand on va aller dans Packet Tracer, je vais vous montrer en action comment ce protocole ça fonctionne. Et puis il y a des types de messages que vous allez rencontrer avec le protocole NDP. NDP, il y a 4 messages que je vous ai cités ici. Je vais essayer de résumer ça rapidement. Par exemple, le Network Solicitation Message, ça c'est l'équivalent de ARP. Par exemple, ça c'est envoyé par un appareil pour solliciter l'adresse MAC de l'autre appareil. Network Advertisement Message, ça c'est la réponse de l'appareil, par exemple, qui veut donner son adresse MAC à l'appareil qui l'a demandé. Donc, Network Solicitation Message, c'est pour demander l'adresse MAC. Network Advertisement Message, c'est pour répondre à, par exemple, à la demande de l'adresse MAC pour l'autre appareil. Route Advertisement, ça sont des messages qui sont envoyés par le routeur pour montrer leur présence sur le réseau, parce que ça aussi c'est très important. Route Solicitation Message, c'est envoyé par les autres, les appareils qui sont sur le réseau local. Tout ça là, ce sont des messages qui ne vont pas sortir en dehors du réseau local. Ça aussi, il faut bien le comprendre. Donc, Route Solicitation Message, c'est envoyé par les appareils pour en quelque sorte montrer, c'est envoyé par les appareils pour demander la présence en quelque sorte de la présence de routeurs sur le réseau local. Donc, c'est comme ça. C'est ça que ces 4 messages signifient là. Donc, on va essayer de continuer avec la présentation. Donc, comme je l'ai écrit ici, transition de IPv4 vers IPv6. Pour la transition, on a 3 méthodes qu'on peut utiliser pour la transition, parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui ont déjà démarré cette transition. On a ce qu'on appelle dual stack. Dual stack, ça signifie que l'appareil possède les 2 protocoles. Par exemple, même avec nos ordinateurs, si vous faites un test avec la maison, avec votre ordinateur, c'est sûr que certain que l'ordinateur utilise le dual stack. Parce que dual stack, c'est seulement l'utilisation des 2 protocoles. Par exemple, si vous faites ipconfig au niveau de votre terminal avec votre ordinateur, vous allez voir que, par exemple, je vais même essayer de vous montrer l'exemple ici, au niveau de
de mon ordinateur, CMD, et puis je vais dire, on va dire ipconfig, pour voir l'adresse IP. Vous voyez, vous allez voir que ici il y a une adresse IP, ça c'est ce qu'on appelle l'adresse link local address, comme vous le voyez ici. Donc on voit que bel et bien que notre ordinateur utilise IPv4 en même temps il utilise IPv6, parce que ça c'est le link local address, ça c'est l'adresse IPv4 comme vous le voyez ici. Donc si vous voyez ce genre d'adresse au niveau de votre ordinateur, mettez en tête que vous utilisez en quelque sorte le dual. Mais le dual stack, ça fonctionne avec le routeur, parce que c'est le routeur qui fait acheminer les paquets. Donc, si votre routeur est configuré avec les deux protocoles, ça veut dire IPv4, IPv6, donc vous avez en quelque sorte le dual stack, qui vous permet en quelque sorte d'utiliser les deux protocoles à la fois. Donc, ça c'est une méthode que beaucoup d'entreprises utilisent. Le tunneling, ça c'est comme je l'ai expliqué, c'est le fait de transporter les paquets IPv6 dans IPv4 ou bien vice versa, ou bien on peut transporter les paquets IPv4 à l'intérieur des paquets IPv6. Enfin, on a ce qu'on appelle NAT Protocol Translation, qui signifie, l'abréviation c'est NATPT ou bien NATPT. Ça traduit les adresses IPv4 en IPv6 du moins. IPv6 ou bien vice versa. Donc, ce sont ces trois méthodes de transition qu'on a avec IPv6 qui permet en quelque sorte de faire une transition, je peux dire une transition partielle de IPv4 vers IPv6. Donc, pour ne pas tarder, on va essayer de venir sur Packet Tracer avec notre scénario qu'on avait lors de la vidéo précédente. On va continuer avec notre routeur Wi-Fi qui est à la maison et puis qui connecte notre réseau local sur Internet, comme vous le voyez ici. Donc, ici, ces machines-là, comme je vous l'ai dit, la machine ou bien les ordinateurs supportent IPv4 et IPv6. Tous les ordinateurs qu'on a à ces jours-là, la majeure, on peut dire que presque tous ces ordinateurs supportent les deux protocoles. Donc, ça, c'est un avantage parce que la transition peut se faire de façon très, très simple parce qu'on a les deux protocoles qui sont au niveau des ordinateurs. Donc, on vient ici, par exemple, on va essayer d'ouvrir PC3. On va essayer de venir ici sur Desktop IP Configuration. Et puis, comme vous le voyez ici, vous voyez que on a ça, c'est le côté IPv4. Et quand vous voyez IP Configuration, ça signifie IPv4. Et puis ici, en bas, vous voyez, c'est écrit IPv6 configuration. La configuration peut se faire de trois façons. On peut faire la configuration via le DHCP, parce que IPv6 aussi peut disposer d'un DHCP serveur, ça vous devez le connaître. Et puis on peut faire aussi ce qui est nouveau, ce qu'on appelle autoconfig. Ça, on n'a pas ça avec IPv4. Autoconfig, ça signifie que cet ordinateur peut avoir son adresse IP en faisant, par exemple, une communication avec l'auteur qui va lui donner en quelque sorte l'adresse réseau. Parce qu'avec IPv6 aussi, j'ai oublié de mentionner, on a la portion réseau et la portion host. Mais ce qui se simplifie avec IPv6, c'est que la portion host est de 64 bits. C'est divisé en deux, quoi. Puisqu'on a 128 bits. La portion réseau, c'est 64 bits. Tandis que la portion host, c'est 64 bits aussi. Donc, c'est ça qui fait que avec IPv6, c'est assez simple. C'est pas comme IPv4. Donc, grosso modo, c'est ça que je voulais vous expliquer. Donc, ça, c'est le link local address. Comme je l'ai dit, le link local address, la machine a besoin de ça pour démarrer en quelque sorte la communication au niveau du réseau local. Donc, le link local address là, l'ordinateur a ça sans le DHCP serveur. Donc, ça, il faut bien le comprendre. Donc, c'est quelque chose qui vient automatiquement avec l'ordinateur. Et puis, le link local address aussi, c'est construit en démarrant avec FE80. Mais si vous voyez ici, c'est l'adresse MAC c'est ce qu'on appelle interface ID en anglais. C'est l'adresse MAC qui est utilisée pour les derniers 64 bits. Cela veut dire
les 4 hextets, comme vous le voyez ici. C'est l'adresse MAC, l'adresse MAC qui est utilisée. Donc ça aussi, il faut bien le comprendre. Donc, comme vous le voyez ici. Donc, il y a FFE qui est mis au milieu de l'adresse MAC. C'est ça qui complète. Par exemple, l'adresse MAC, on sait que c'est 48 bits. Donc, il faudra ajouter 16 bits. Cela veut dire qu'il faudra ajouter un hexstep. Et le hexstep qui sera ajouté, c'est toujours FFE. Quand vous voyez FFE là, cela veut dire que, mettez en tête que pour les 64 derniers bits qui ont été utilisés pour l'adresse IPv6, c'est en quelque sorte l'adresse MAC de cet appareil qui a été en quelque sorte modifiée pour avoir la portion, comme je l'ai déjà expliqué, la portion haute. Donc, grosso modo, c'est ça. Donc, on peut faire une communication, on peut faire ping avec ces adresses. L'adresse link local, on peut démarrer la communication. Même la communication au niveau du réseau local, au niveau du réseau local, mettez en tête que ça se fait toujours avec l'adresse link local. Donc, par exemple, je peux prendre cette adresse. Je vais essayer de copier ça. Je vais essayer de venir ici sur simulation. Et puis, je vais essayer de choisir les paquets IPv6. IPv6. Et puis, je vais choisir, par exemple, ICMP IPv6 et ce qu'on appelle le NDP, comme je vous l'ai déjà expliqué. Ces deux protocoles-là, j'ai besoin de ça pour vous montrer. Donc, on vient ici sur PC0, par exemple. Je vais essayer d'aller sur desktop. Je vais ouvrir la ligne de commande. Et puis, c'est très simple. Vous faites comme avec IPv4, IPv4, vous faites ping et puis vous mettez l'adresse IPv6, comme vous le voyez. Voilà, quand je fais j'entre ça, vous voyez qu'il y a deux paquets qui ont été construits. Le premier paquet, c'est le paquet ping. L'autre paquet, certainement, c'est le paquet qu'on appelle NDP. Attends, je vais essayer de voir. Voilà, ça c'est le paquet NDP. Comme quand vous voyez Netbo Message, ça c'est le... Si je vous pose la question, vous devez être en mesure de le répondre. Ça c'est, si on vient sur la présentation, ça doit être ce qu'on appelle Netbo Solicitation. Netbo Solicitation, comme vous le voyez ici. Netbo Solicitation. Donc il demande l'adresse MAC. Il demande l'adresse MAC de PC3. Donc, vous voyez, le destination MAC là, ça n'était pas... si c'était avec IPv4, ça allait être FFF, comme vous le voyez lors des vidéos présentes, comme je voulais vous démontrer, si c'était le protocole ARP. Mais avec NDP, l'adresse MAC, il ne le connaît pas. Parce que ça, c'est destination MAC. Quand vous voyez les 33 là, 32, 33, 33, cela veut dire qu'il ne connaît pas, l'ordinateur ne connaît pas l'adresse, PC0 ne connaît pas l'adresse MAC de PC3. Ça, c'est l'adresse MAC de PC0. Donc, on continue. Donc, il va... ça, c'est comme je l'ai... ça, c'est un message multicast. Ça va aller sur les appareils qui sont sur le réseau, mais c'est seulement PC3 qui va répondre. Lorsque PC3 va répondre, quand on ouvre ici, on voit maintenant, il a répondu avec son adresse MAC. Comme vous le voyez ici, source MAC, maintenant, c'est l'adresse MAC de PC. Donc, PC0 a obtenu l'adresse MAC de PC3. Donc maintenant, ils peuvent démarrer la communication. Maintenant, ça c'est le ping qui va, en utilisant le protocole IPv6, qui va partir, comme vous le voyez ici. Le ping c'est là. Ça c'est l'entête IP V6, comme vous le voyez ici. Ça, source IP, vous voyez l'adresse IP de PC0. Ça va dire le link local adresse et destination IP, l'adresse IP de PC3, comme vous le voyez ici. Donc, grosso modo, c'est comme ça. Excellent. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vais essayer d'arrêter la simulation. Vous pouvez même jouer avec ça. Vous voyez maintenant le ping quand ça dit reply, le ping est normal. Donc, c'est de la même manière qu'on a... que je vous ai montré avec IPv4.
Il y a des petites différences, il y a des différences au niveau des protocoles comme je vous l'ai dit, il y a plus l'utilisation de ARP avec IPv6, mais le concept n'est pas tellement différent. Donc il faut essayer. Mais je vois que beaucoup de gens ont peur d'apprendre IPv6 parce que non seulement les adresses sont assez longues et puis les protocoles sont un peu différents, mais mettez en tête que IPv6, ça sera le futur d'Internet. C'est ça que tôt ou tard, nous tous, on va essayer de migrer sur IPv6 parce que il y a beaucoup d'avantages avec l'utilisation de ce protocole. Donc, grosso modo, c'était ça l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez appris quelque chose. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.